Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pidis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Après tous les actes que nous avons vus, il n'est pas étonnant qu'on arrive finalement à une déclaration publique, officielle, sur la pensée du Saint-Siège à propos des journaux dits de pénétration et en premier lieu à propos des journaux du Trust romain, ce qui eut lieu avec cet avertissement publié dans l'Osservatore Romano et tout de suite après dans les Acta Apostolicae Sedis, les actes du Saint-Siège, du 2 décembre 1912, que nous avions vu la dernière fois. Alors, ce fut naturellement, cet avertissement fut un coup dur pour la société Editrice Romana, dont les dirigeants furent convoqués d'urgence. Ils firent tout de suite une déclaration solennelle dans laquelle ils promettaient de s'employer à supprimer l'équivoque et à donner satisfaction. Cependant, la forme de la déclaration ne correspondait pas à ce que l'on désirait, comme le déclarait l'Osservatore Romano, mais le lendemain, il Corriere d'Italia, le premier journal du Trust, reprenait la question et concluait avec la résolution de vouloir correspondre pleinement avec des faits aux directives du Saint-Siège. Alors, pour prouver la justesse de la mesure prise par Saint Pidis, il suffit de remarquer que personne ne put jamais démentir les observations faites par lui à propos de ces journaux, dans la lettre déjà citée la dernière fois à l'épiscopat lombard, parce que beaucoup de personnes désiraient une déclaration clarifiant les choses. Donc Pidis reconnaissait dans ce même avertissement les bonnes intentions de quelques personnes distinguées qui dirigent et soutiennent ces journaux, mais il ne pouvait pas approuver certains glissements sur le terrain doctrinal et dans l'orientation disciplinaire qu'il se proposait de conserver à tout prix. Donc voilà le texte très court. Afin de dissiper l'équivoque que certains journaux créent en ce moment parmi le clergé et les fidèles, il est déclaré que le Saint-Siège ne reconnaît pas pour conforme aux directives pontificales et aux normes de la lettre de sa sainteté à l'épiscopat lombard, en date du 1er juillet 1911, les journaux suivants: l'Avvenire d'Italia, il Momento, il Corriere d'Italia, il Corriere di Sicilia et l'Italia et autres du même genre. Quoi qu'il en soit des intentions de quelques personnes distinguées qui les dirigent et qui les soutiennent. Enfin, avant de passer ensuite à la dispute ou l'attitude de Saint Pidis dans la controverse avec le frère Scoton, une dernière lettre de Monseigneur Giacomo della Chiesa, qui sera le futur Benoît XV, archevêque de Bologne, donc une lettre au cardinal Delay, du 5 décembre 1912,
lié à la publication de l'avertissement, il y a donc cette lettre de Monseigneur Giacomo della Chiesa, qui sera nommé ensuite cardinal et élu pape sous le nom de Benoît XV. On y voit que le cardinal Delay, en date du 27 novembre 1912, avait courtoisement averti Monseigneur Giacomo della Chiesa du prochain désaveu des journaux du Trust, parmi lesquels se trouvait aussi l'Avvenire d'Italia qui s'imprimait à Bologne, dans son diocèse donc. Il est intéressant de voir et d'apprendre que le futur Benoît XV était favorable à cette mesure de Saint-Pilice. Il est heureux de voir que le Saint-Siège était résolu à empêcher les équivoques. Et il ajoute que la publication faite dans les Acta Apostolicae Sedis a été très opportune pour ouvrir les yeux. Publication de l'avertissement. Mais Monseigneur della Chiesa exprime aussi dans cette lettre sa façon de voir, partagée par beaucoup peut-être, à propos des critiques que l'UNITA et la Riscosa faisaient souvent de livres ou d'autres publications, critiques qui étaient suivies assez souvent par la condamnation de l'index. Il aurait voulu que les rédacteurs de ces journaux informent de façon privée le Saint-Siège, que celui-ci examine et éventuellement condamne, et que seulement alors les journaux puissent faire des critiques expliquant la condamnation. En théorie, cette voie peut sembler la meilleure, mais dans la pratique, elle n'était pas aussi simple. Avant tout, les livres qui méritent des critiques ne méritent pas tous une condamnation de l'index. En second lieu, peut-être que l'UNITA et d'autres publications intégrales exagèrent dans leurs critiques, comme cela arrive toujours pendant des périodes difficiles, comme l'a été justement celle de la lutte antimoderniste. Mais en soi, on a toujours agi ainsi, et on agit ainsi encore maintenant, sans que personne ne trouve quelque inconvénient à ce que la presse courante donne tout de suite la nouvelle des différentes publications, louant et critiquant selon le cas. Les revues scientifiques dans le domaine théologique et philosophique sont encore aujourd'hui remplies de polémiques, et il n'est pas rare de voir que certains livres qui ont déjà reçu des reproches venant de critiques avisées soient ensuite mis à l'index sans que personne ne trouve rien à redire. Voici donc la lettre, la communication qui m'a été faite par votre éminence dans sa lettre confidentielle et personnelle m'a fait un très grand plaisir parce qu'elle m'a fait comprendre que le Saint-Siège était résolu à empêcher les équivoques. La publication faite dans les Acta Apostolicae Sedis a été ensuite très opportune pour ouvrir les yeux. Je n'ai eu l'occasion d'en parler qu'avec le chanoine Baviera, à qui j'ai dit clairement que l'Avvenire devrait devenir maintenant ce qu'il n'a jamais été dans le passé, c'est-à-dire conforme aux directives pontificales. Je sais qu'aujourd'hui doit se réunir à Rome le conseil de la Société Editrice Romana pour déterminer ce qu'il faut faire. Mais votre éminence en sera informée avant moi et mieux que moi. Seulement parce que cela m'a étonné d'avoir pu être accusé de faveur excessive envers le journal L'Avvenire, je me permets de vous joindre une copie d'une lettre que j'ai adressée au directeur administrateur du dit journal, dans laquelle on relève que je ne manquais pas de lui dire, sous une forme aimable, que je n'étais pas satisfait de l'orientation du périodique.
Je joins aussi une copie de la réponse pour montrer que les promesses de mieux faire n'ont pas manqué. À Bologne, personne n'ignore que je n'ai pas beaucoup de sympathie pour l'Avvenire. On interpréta aussi dans ce sens la publication du Bollettino Diocesano que j'ai fondé. Certes, je ne peux pas, pour des raisons de prudence, faire de la propagande pour l'Unità Cattolica. Le peu de fruits que j'en aurai me ferait perdre beaucoup de prestige. D'autre part, je n'approuve pas personnellement les systèmes de l'Unità et je me permets d'ajouter ici que les condamnations du Saint-Siège qui viennent après les critiques et les censures de l'Unità Cattolica font mauvaise impression auprès des évêques et des meilleurs prêtres. J'avoue que je préférerais nommer le directeur de l'Unità, et peut-être aussi celui de la Riscosa, consulteurs généraux de la Sacrée Congrégation de l'Index. Je les autoriserai à communiquer de façon privée au Saint-Siège les observations qu'ils croient faire sur les livres et les opuscules publiés, afin que la Sacrée Congrégation de l'Index puisse fonder sur ces observations son examen et aussi ses décrets. Mais la priorité de l'Unità dans la publication des critiques et des condamnations des livres et opuscules fait entièrement tort au Saint-Siège. Parce que beaucoup disent que la condamnation postérieure de la Sacrée Congrégation de l'Index est la conséquence de la condamnation précédente de l'Unità. L'autorité ecclésiastique y perd, parce que beaucoup disent si l'Unità ne parlait pas, le Saint-Siège se tairait. Je voudrais au contraire que le Saint-Siège soit le premier à parler, en s'appuyant éventuellement sur les observations secrètes reçues des consulteurs généraux, et qu'ensuite les journaux l'Unità et la Riscosa viennent illustrer et justifier la condamnation faite par le Saint-Siège. Alors, nous allons aborder maintenant une autre grande partie qui va nous prendre un certain temps, et puis la dernière partie sera l'attitude de Saint Pédis avec le Sodalitium Pianum. Ici, c'est l'attitude de Saint Pédis dans la controverse entre les frères Scoton et le cardinal Ferrari sur le modernisme à Milan. Il faut savoir que parmi les objections les plus fréquentes dans la cause de canonisation de Saint Pédis, il y a celle d'avoir permis, ou au moins de n'avoir pas empêché, que dans la lutte antimoderniste, un groupe de personnes excessives et prêtes, toujours et partout, à découvrir la pourriture moderniste, ait pu censurer impunément et même injustement des instituts et des personnes ecclésiastiques, sans épargner des personnes de grand mérite, de grande probité, voire même des évêques. Voilà l'accusation qui était l'objection la plus fréquente qu'on a trouvée sur l'attitude de Saint Pédis. Un exemple typique de cette intransigeance de Pédis, que Pédis n'aurait pas empêché, on allègue le cas du cardinal Ferrari, qui était un homme très estimé pour sa bonté, son zèle vraiment apostolique, mais on sait que dans la lutte contre le modernisme, ça ne suffit pas, et d'une manière générale. On peut avoir une grande bonté, un zèle immense, et avoir aussi des idées tordues, malheureusement. Alors, attaqué, le cardinal Ferrari, attaqué par les frères Scoton, il serait tombé en disgrâce. Il aurait dû subir des accusations injustes. On l'aurait empêché de se justifier, d'éclaircir sa position,
et à certains moments, il se serait trouvé dans de telles difficultés avec Pidis qu'il n'aurait même plus été reçu en audience et qu'il en aurait versé des larmes amères. Tout cela, vous le voyez, est au conditionnel. Tout cela se répète ici et là dans les procès, circule encore actuellement dans les commentaires de ceux qui vécurent et qui entendirent l'écho de ces années. Et pour soutenir ces assertions, on allègue en particulier un témoignage du cardinal Ferrari, parlant avec le sénateur Crispolti, qui admirait la dévotion des fidèles devant la dépouille de Pidis. Et il aurait dit, oui, mais il aura dû rendre compte à Dieu de l'abandon dans lequel il a laissé ses évêques face aux accusations dont ils étaient l'objet. Voilà l'accusation que Ferrari lance à propos de Saint Pidis. Alors, les pièces du dossier, qui étaient conservées à la Sacrée Congrégation consistoriale, vont permettre de connaître et de suivre le cas du cardinal Ferrari. Et ce sera l'objet de toute cette grande partie. Alors, voyons les personnages en question, d'abord. Le cardinal Ferrari, il est né à Pratopiano, dans la province de Parme, le 13 août 1850, prêtre en 1873, recteur du séminaire de Parme en 1876, chanoine théologien de Parme en 1884, évêque de Guastalla en 1890, transféré à Côme en 1891, élevé au cardinalat en 1894, un an après Pidis, et promu au siège archiépiscopal de Milan, au moment où le cardinal Sarto, futur Saint Pidis, commençait son patriarcat à Venise. Ils étaient les deux figures ecclésiastiques les plus importantes de l'Italie du Nord. Et ils se connurent personnellement et ils ont toujours entretenu de très bons rapports. Ensuite, les frères Scoton et leur revue, la Riscosa. Alors, c'était trois frères prêtres, Andrea, Gottardo et Jacopo, qui vivaient à Brégance, dans le diocèse et la province de Vicenza. Andrea était l'aîné, archiprêtre du bourg, camérier secret de Léon XIII en 1878, protonotaire apostolique surnuméraire en 1906, et il meurt pendant la guerre de 14, le 27 novembre 1915. C'était un excellent prédicateur, un bon théologien, et un homme qui mena une vie sacerdotale exemplaire. Ensuite, Gottardo, qui avait un caractère impulsif et porté à la polémique, bon écrivain, camérier secret de Léon XIII en 1891, et confirmé dans cette charge par Saint Pidis en 1903. Il mourut en 1916. Et puis Jacopo, qui occupait la dernière place, non seulement par l'âge, mais aussi par la valeur. Alors, en 1890, avec la bénédiction de Léon XIII, Andrea et Gottardo fondent une revue hebdomadaire à caractère doctrinal et pratique, strictement catholique. Et ce fut Léon XIII qui lui imposa le nom de la Riscosa, la rescousse, comme pour en indiquer le programme. En fait, la revue se proposait de secouer les endormis, et Dieu sait s'il y en a, pas dans cette salle, mais ailleurs, de rappeler tout le monde au principe d'une vie chrétienne intégrale, dans le domaine doctrinal, contre les glissements qui avaient été causés par le scientisme du XIXe siècle,
et dans le domaine pratique contre l'hédonisme de notre temps. Et c'était déjà à l'époque. Hein. Qu'est-ce qu'on dirait aujourd'hui à propos d'hédonisme? Selon Léon XIII, l'Ariscosa devait être, je cite, une sentinelle avancée contre toutes les erreurs de notre époque, quelles que soient les formes sous lesquelles elles se manifesteraient. Et Léon XIII lui-même a toujours apprécié cet hebdomadaire de Brégance. Ces paroles très souvent répétées sont connues. L'Ariscosa est né de mon impulsion. L'Ariscosa, c'est moi qui lui ai donné son nom, et donc je l'ai toujours encouragé et recommandé. L'Ariscosa, je la lis toujours avec plaisir. Alors, Pidis, qui succède donc à Léon XIII, connaissait déjà, et il appréciait les frères Scoton depuis qu'il était évêque de Mantoue et patriarche de Venise. Et une fois élu pape, il bénit et il encourage la revue. La condamnation du modernisme ayant eu lieu, avec l'encyclique Pascendi, l'Ariscosa, fidèle à son mot d'ordre, frangar non flectar, je serai brisé mais je ne fléchirai pas, belle devise, et pro aris et focis certamen, la lutte pour les autels et les foyers. L'Ariscosa, donc fidèle à son mot d'ordre, engagea une lutte sans merci contre tous les nids d'hérésie, qu'ils se trouvassent dans les livres, dans la presse périodique ou dans les manifestations publiques de la pensée. Pidis, qui connaissait les menées sournoises du modernisme, qui remarquait avec douleur la résistance pour le moins passive à ces directives, résistance passive de la part de la presse qui se disait catholique et de la part de tant de personnes qui néanmoins voulaient rester avec l'Église, Pidis, voyant cela, ne pouvait pas ne pas bénir ce type de presse courageuse qui, sans simulacre, sans compromis, suivait fidèlement les directives du Saint-Siège dans le domaine doctrinal et dans le domaine pratique. Un an après l'encyclique Pascendi, qui condamne formellement le modernisme, le 31 décembre 1908, le cardinal Méridelval écrit au nom du Saint-Père à Monseigneur Andrea Scoton. Le Saint-Père a vivement apprécié les vœux que vous lui avez offerts à l'ouverture de la nouvelle année, au nom de la valeureuse et méritante Riscosa, synthèse lumineuse d'un programme constant et parfaitement conforme aux directives pontificales. Il bénit de tout cœur le directeur zélé et infatigable, les collaborateurs, les associés, et tandis que poussé par une charité apostolique, il implore de Dieu les secours de sa grâce pour les esprits corrompus, il fait appel aux hommes de bonne volonté pour que, formant avec lui un seul esprit et un seul cœur, il hâte la venue du royaume de Dieu sur la terre. Alors, qu'étant donné son rôle de réveiller les endormis, l'Ariscosa ait dû rencontrer la haine de ceux qui disaient « laissez-moi dormir », la haine et les critiques acerbes, ça c'est une chose normale. Et on devrait s'étonner s'il en avait été autrement. Qu'elle ait eu réellement des mérites dans la lutte antimoderniste, aucun homme serein ne pourrait le nier. Cependant, et c'est là l'origine de la controverse, d'un autre côté, on doit dire aussi ouvertement que la forme et les moyens avec lesquels elle défendait la bonne cause fournirent souvent des critiques, des motifs à des critiques ni légères ni injustes.
ce ton mordant et intransigeant, cette facilité aux soupçons graves, cette impétuosité parfois dans les paroles, même lorsqu'étaient en jeu des personnes insignes, ce ton d'assurance appuyé sur la faveur dont elle jouissait auprès du Saint-Siège, voilà des éléments qui ne pouvaient que heurter et créer des ressentiments ainsi que des méfiances. Alors, il est vrai qu'il faut se reporter à la nature des temps et surtout tenir compte des violentes attaques auxquelles étaient sujets tous ceux qui, sans restriction, prenaient position dans le sens des directives pontificales. Si on fait un dépouillement de tout le vocabulaire utilisé, aussi et surtout par la presse catholique libérale, contre la ris cosa, contre les journaux dits intégraux ou intégristes de la même orientation, comme l'Unità Cattolica, nous aurions une série de substantifs et de qualificatifs vraiment peu chevaleresques. En voici un extrait. Ça peut vous donner des idées. Squelettes abominables, viles espions, calomniateurs, semeurs de discorde, enragés, ignorants, ânes parasites, envieux, momies pétrifiées, ombres revenues dans le monde, nigauds, ennemis de toute culture, etc. Voilà les mots dont étaient affublés la ris cosa et les journaux dits intégristes par la presse libérale, catholique libérale. Et après, ils viendront souvent parler de charité. Ça, on connaît. Cela ne supprime pas, évidemment, le fait que la ris cosa ait commis des excès vraiment peu louables, lesquels cependant ne détruisent pas des mérites réels qu'elle peut compter à son actif dans la défense de la vérité et de la vie catholique dans une période de lutte sournoise et sans pitié. Et on va le voir à travers les écrits de Saint Pédis. Voilà pour la situation des personnages. Deuxièmement, le modernisme à Milan. Le cardinal Ferrari était très jaloux, dans le bon sens du terme, de l'honneur de son clergé, de ses séminaires et de son diocèse. Après la condamnation du modernisme, il se mit lui aussi au travail pour tenir éloigné son clergé, son diocèse, des erreurs de la nouvelle hérésie. Il était pratiquement convaincu qu'à Milan, le modernisme n'avait pas vraiment pris, ce qui sera faux. À Rome, au contraire, beaucoup d'éléments donnaient à penser que dans la capitale lombarde, le modernisme avait des racines beaucoup plus profondes que ne le pensait le cardinal Ferrari. Surtout quand on sait le caractère secret de l'action moderniste. Et puis le caractère double aussi. Et ça, je pense qu'il ne l'avait pas vu. Si tel était malheureusement le cas. On cite, par exemple, plusieurs cas. Le père Gazzola, barnabite, curé de Saint-Alexandre depuis 1885, qui répandait depuis quelque temps les idées nouvelles, tant et si bien que le cardinal Ferrari fut contraint même de lui interdire de prêcher, après quoi ses supérieurs l'éloignèrent. Loisy, le fameux Loisy, dans ses mémoires, raconte qu'en janvier 1903, un jésuite français avait rendu visite à Milan au père Gazzola et n'avait réussi à obtenir ses confidences qu'après s'être montré un admirateur des livres du même Loisy. À Milan ensuite, Fogazzaro, aussi un nom très connu dans le modernisme, mort en 1911, avait dès le début du siècle constitué un cénacle très influent où l'on cultivait ces théories célèbres
un but de modernisme religieux. Le 16 avril 1904, le père Genocci écrivait à Loisy qu'il y avait à Milan des personnes riches, disposées à aider financièrement, s'il le fallait, ce même Loisy. Début 1907, un groupe de laïcs, Alfieri, Cassati, Callarati, Scotti, fondèrent un journal à Milan, Il Rinnovamento, qui fut tout de suite désavoué par une lettre du préfet de l'Index, adressée au cardinal Ferrari, mais qui malgré cela continua pendant 3 ans à répandre largement des principes de libéralisme en politique et de modernisme en religion. Il y a eu aussi fin août 1907 la fameuse convention moderniste de Molveno dans le Trentin, où parmi les participants, beaucoup étaient de Milan. Et puis à Milan se réfugiaient des prêtres qui, dans leur propre diocèse, se trouvaient en difficulté pour leurs idées. Et Milan, en plus, à cause de sa proximité avec la Suisse, région beaucoup plus ouverte au modernisme, eh bien, Milan en subissait l'influence. Beaucoup de modernistes célèbres se retrouvaient à Milan. Murri, Sabatier, Bonaiuti. Les mémoires de Loisy le prouvent largement. Et puis, le cas même de refus du serment antimoderniste, c'est-à-dire que tout prêtre, avant d'être ordonné prêtre, doit jurer et prononcer le serment antimoderniste, que nous faisons dans la fraternité, ce qui ne se fait plus dans l'Église officielle, évidemment. Mais le cas même du refus du serment antimoderniste, Fontana et Bono, ce cas même était des indices qui montraient que le modernisme n'était pas totalement étranger au clergé de l'archidiocèse. Et finalement, le journal L'Unione, fondé en 1908, était d'une telle orientation que non seulement il ne combattait pas efficacement le modernisme, mais dans les faits, il favorisait pour le moins le modernisme pratique. Alors, sans prétendre faire une historique du modernisme à Milan, certains faits comme ceux-là, généralement connus à Rome, suffisent à nous faire comprendre que le Saint-Siège était préoccupé de la situation de Milan par rapport au modernisme. Préoccupations avec lesquelles l'attitude du cardinal Ferrari, qui continuait à minimiser les cas spécifiques et à dire généralement que Milan était exempt de modernisme, était en contradiction. Et on s'explique ainsi pourquoi, après que le cardinal Delay eut cherché à ouvrir les yeux au cardinal Ferrari à ce sujet, Pie X ait pu écrire « Après cette lettre, on ne l'entendra plus répéter « À Milan, il n'y a pas de modernisme ». Et puis, troisième point, que je finirai la prochaine fois, c'est l'attitude de Saint Pie X dans la controverse entre les frères Scoton à Milan. Alors, si quelqu'un veut se rendre exactement compte de l'attitude qui était celle de Saint Pie X dans cette controverse entre les frères Scoton et le cardinal Ferrari, il devra regarder les matériaux présentés maintenant, c'est-à-dire les principales phases de la question, pour pouvoir mieux apprécier la ligne de conduite de Saint Pie X au moment où il intervint directement. Ici, je donne un résumé, que je continuerai la prochaine fois, de ce que nous allons voir en détail après. Vous avez le 17 décembre 1910, à la suite de la nouvelle parue dans l'Avvenire de Bologne concernant le refus du serment antimoderniste de la part du jeune prêtre milanais Luigi Fontana. À la suite de cela, l'Ariscossa publie un entrefilet avec l'insinuation alarmante de l'existence du modernisme dans le séminaire de Milan.
d'où était sorti ce prêtre à peine un an auparavant. Grande réaction à Milan. Le cardinal rejette l'accusation dans une lettre pastorale, que nous verrons, du 28 décembre, publiée dans les premiers jours de 1911, et il écrit ensuite à Rome. Toutes ces lettres, nous allons les voir par la suite. Le 8 janvier, le cardinal Delay répond au cardinal Ferrari. Peut-être l'Ariscossa a-t-elle eu des informations sur le modernisme à Milan et a-t-elle donné l'alarme? Est-ce le cas? Il convient d'excuser et non d'abattre pour quelques peccadilles une presse qui défend la bonne cause. Pendant ce temps, la marée de la presse libérale, et en particulier celle de la presse catholique dite de pénétration, s'élargit et monte. La marée monte. Le 9 février, le cardinal Ferrari tient un discours au clergé urbain. La campagne de presse devient plus intense. Le 12 février, le cardinal Delay fait part au cardinal Ferrari et au frère Scoton que, par la volonté du Saint-Père, la polémique doit cesser. Malheureusement, elle ne cessera pas. Et nous verrons la suite la prochaine fois. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.